Bonjour. On va attendre 2 petites minutes pour d'éventuels retardataires et on va débuter. Est-ce qu'il y a dans l'assemblée quelqu'un qui a envie de répondre aux questions? Est-ce qu'il y a une candidature spontanée? Non. Mélanie Vergne, êtes-vous là? Bonjour à tous. Ah! Salut! Vous n'attendez plus, monsieur. J'ai réussi à me connecter. Parfait. Estelle ou Mélanie de la télémédecine, est-ce que vous êtes connectés? Elles sont en train de connecter le micro. Ah, on attend encore 2 petites minutes et on démarre. Ça marche. Heureux. Heureux. Essayez. Merci. Mais là, on t'entend. On l'entend pas. Mais je l'éteins pas. On vous entend, hein, si je peux me permettre. On se laisse encore deux. Allez, 30 secondes et on démarre. Pierre, tu nous entends? Je vous entends Mais remarquablement. nous, on l'entend pas. Ah, vous ne m'entendez pas. Ce qui est dommage. Tu nous David, entends? ouais, moi je vous entends. On nous pas très bien. Est-ce que tu veux que je mette le téléphone avec le son? C'est bon, on t'entend, c'est bon. Formidable. Donc, on va discuter aujourd'hui de tracés de troubles du rythme, supraventriculaire. Donc, jusqu'à présent, on a vu les bases d'interprétation d'un électro. On a vu le cas des patients avec un stimulateur cardiaque, on a vu des tracés de biomonitor. Et là, ce que je vous propose, c'est que sur 3 cours différents, donc on fasse les 3 niveaux d'arythmie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va faire les arythmies atriales. Prochain coup, on fera les arythmies jonctionnelles et on finira par les arythmies ventriculaires sur le tracé. Voilà. Alors, Mélanie, Estelle ou qui veut, ou Mélissa, qui peut m'interpréter ce tracé, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y. C'est un ECG 12D. Ouais. La calibration, on la voit pas trop. Ou sinon, j'arrive. Alors, on va aller directement au fait, si tu es d'accord. Mais en gros, effectivement, c'est un 12D. Et donc, on a les 12 dérivations. Et qu'est-ce qu'on a de particulier en dessous, là? Tu vois, tu as une dérivation. Tu vois, tu as la dérivation D2, qui est une dérivation qu'on va dire longue. Tu vois, si tu prends les autres dérivations, elles sont coupées. C'est-à-dire que tu vois, tu as 2 secondes et demie d'une dérivation, puis 2 secondes et demie d'une autre dérivation, 2 secondes et demie d'une autre dérivation, et ainsi de suite. D'accord? Sachant qu'à chaque fois, ça marche par bloc de 3 dérivations. Ça, c'est enregistré de façon contemporaine, D1, D2, D3. Puis après, on enregistre AVR, AVL, AVF, puis V1, V2, V3, puis V4, V5, V6. C'est clair ça? C'est-à-dire que ce qui se passe là, c'est pas forcément la même chose qui se passe là, ici. On est d'accord? Puisque c'est pas enregistré en même temps. Par contre, l'enregistrement que vous avez une dérivation longue, ici D2, où ben là, c'est un enregistrement continu. Donc, vous voyez, ça, c'est contemporain, tout ça. Voilà. C'est clair ça? Donc, quand on te donne un électro 12 dérivations comme ça, avec une dérivation longue, tu vois, sur 10 secondes. Si on doit analyser le rythme cardiaque, le mieux, c'est d'utiliser cette dérivation longue. Parce que, tu vois, là, par exemple, sur quelques secondes, là, si tu prends ici D1, par exemple, tu as juste 2 secondes et demie, c'est pas facile d'aller dire est-ce que le rythme est régulier, pas régulier, est-ce que, voilà. Alors que là,
c'est beaucoup plus facile. Donc, si tu prends ton rythme, est-ce qu'il te paraît sinusal ce rythme? Pour moi, c'est sinusal parce qu'il est Ouais. positif, non? C'est pas ça? Donc là, tu as effectivement une activation où tu reconnais bien tes ondes de P, P, Q, R, S, ton onde de T, P, Q, R, S, T. Donc effectivement, ce que tu disais, c'est que dans les cours précédents, on avait vu qu'une activité sinusale, une onde de P, c'est toujours positif en D1, toujours positif en D2, toujours négatif en AVR et positif en V5, V6. Donc effectivement, on voit bien l'activité atriale sinusale. Il se rajoute, donc tu vois, est-ce que le rythme il est régulier là? Ou il y a des moments où il se passe quelque chose d'irrégulier? Il y a des moments qui se passe quelque chose enfin, Voilà. qui change. Donc on va dire que ça, c'est ton rythme de base. Tu vois là ma flèche, hein? Ouais. Oui, Rythme de base, rythme de base, rythme de base, rythme de... Et là, il se passe quelque chose. Si tu devais le définir, l'idéal quand tu interprètes un électro, c'est de dire ce que tu vois en fait. Si tu devais définir, qu'est-ce qui se passe? Ce battement, il est comment? il est plutôt précoce. Exactement, très bien. C'est un battement qui est prématuré, qui est précoce. Si tu as ton rythme de base, toum, 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 toum. Celui-là, il est plus rapide. On est d'accord? Même Oui. chose ici, ton rythme de base. Donc, comment ça s'appelle ça? Un battement prématuré comme ça? Mais une extrasystole. Oui, c'est une extrasystole. Et donc, qu'est-ce que tu connais comme type d'extrasystole? Une fois que tu as dit que c'était une extrasystole, il faut que tu dises d'où ça vient. Mais soit atriale, soit ventriculaire. Oui, sachant qu'il y a une possibilité aussi théorique, hein, que ce soit jonctionnel. Extrasystole, c'est-à-dire que tu as un foyer dans le cœur qui envoie un influx électrique alors que d'habitude, il ne devrait pas le faire. Donc, une extrasystole atriale, ça veut dire que normalement, c'est le nœud sinusal qui envoie, tu vois, je tonk. Et bien, à un moment donné, tu as une partie des cellules, paf, qui envoie un influx supplémentaire et plus prématuré. Extrasystole atriale. Même chose pour le ventricule. Tu vois, de temps en temps, mais tu peux avoir des cellules ventriculaires, tac, qui envoient un influx. Et sache qu'il y a aussi ce que l'on appelle sur le plan théorique les extrasystoles jonctionnelles, c'est-à-dire que le nœud auriculo-ventriculaire peut lui-même créer des extrasystoles. Tu vois? Oui. Tu comprends? Bon, sachant que statistiquement, 99,99999% des extrasystoles que tu verras seront soit atriales, soit ventriculaires. Donc en gros, on dit il y a trois types d'extrasystoles, atriale, jonctionnelle, ventriculaire, mais en pratique, il faut que tu arrives à différencier est-ce que c'est atrial ou ventriculaire. OK? Ok. Une fois que tu as dit là, il y a une extrasystole, tu vois, je te prends le pouls par exemple. Au pouls, je vais la ressentir l'extra. Tu vois, si je prends le pouls, je vais te dire ah, bim, boum, 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 boum. Le boum, boum, tu peux le ressentir au pouls. Tu vois? Ok. Mais là, je ne pourrais pas te dire, le boum boum, un battement prématuré, ça peut être soit une extrasystole atriale, en gros, soit ventriculaire. Le tracé va te permettre d'apporter la réponse. D'accord? Donc là, qu'est-ce que tu me dirais? C'est auriculaire ou ventriculaire? J'irai auriculaire Oui. Pourquoi? parce que la morphologie du QRS change pas. Parce que la morphologie du QRS ne change pas. Ça, c'est effectivement essentiel. Si tu as une extrasystole ventriculaire, tu as un battement qui part d'une des cellules ventriculaires, soit du ventricule droit, soit du ventricule gauche. Donc ton activation n'a plus rien à voir avec l'activation normale qui passe par le nœud AV, le faisceau de vis et les branches. On est d'accord? Donc tu ne peux pas avoir une extrasystole ventriculaire avec un aspect identique au QRS qui est conduit. Tu vois? Ça, c'est un QRS conduit, 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 conduit. Là, effectivement, tu as un battement prématuré avec un QRS qui est exactement le même. Ça ne peut pas être une extrasystole ventriculaire. D'accord? Ok. Donc, statistiquement, je t'ai dit, tu as le choix, en gros, 99,99999% de cas que ce soit atrial, soit ventriculaire. Si ça n'est pas ventriculaire, ça devient atrial. OK? Ok. Bien. Maintenant, est-ce que tu la vois, l'extrasystole atriale? Extrasystole, ça veut dire que tu as l'oreillette qui est dépolarisée par quelque chose qui n'est pas sinusal. Donc, tu vois, si tu analyses ton activité atriale, là, tu vois ton nœud sinusal, tu vois ton onde de P, là. On est d'accord? QRS. Onde Oui. P, QRS, onde P, QRS, onde P, QRS. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier, là, avant ton QRS? Ici. Tu vois? Est-ce que là, ça, justement, là, tu vois là, ça, là, ce que je te montre, tu vois, cette partie négative, qu'est-ce que c'est ça, d'après toi? Euh, Eh bien, c'est ça l'extrasystole atriale, si tu veux. Tu comprends? ok. Tu as un foyer de cellules qui a envoyé un influx, qui a entraîné une activation de tes oreillettes, mais comme ça ne vient pas d'une sinusale, ben, ton aspect de l'onde P, si tu veux, elle-même, est différente, quoi. Tu comprends? D'accord. Si tu oublies les QRS, tu vois, tu dis juste, là, j'ai mon onde de P sinusale, onde de P sinusale, onde de P sinusale,
onde P sinusale. Extrasystole atriale, c'est-à-dire un battement qui est prématuré et avec une morphologie différente. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. Bon. Donc ça, c'est le cas de figure simple, si tu veux. Tu vas dire, il s'agit d'une extrasystole atriale pour deux raisons. Enfin, trois. C'est une extrasystole parce qu'il y a un battement prématuré. Un. Deux, c'est une extrasystole qui n'est pas ventriculaire avec certitude, puisque le QRS est le même. Et trois, il se trouve que l'extrasystole atriale, je la vois, elle est là, et c'est cette extrasystole atriale qui conduit au niveau du ventricule. Est-ce que c'est clair? Bien. Ça, c'est le cas de figure simple. Il se trouve que les extrasystoles atriales, c'est souvent beaucoup plus difficile à diagnostiquer, et je vais te montrer ce tracé. Qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Alors, si j'ai vu que quelqu'un avait levé la main, celui qui a levé la main, qui n'hésite surtout pas à intervenir. Il active son son et Quentin Vatio, par C'est exemple. ça. Voilà, allez-y. Je me permets de poser une question sur la slide précédente. Ouais. Comment on différencierait du coup une extrasystole atriale du non-P, enfin, du non-P rétrograde? Ou est-ce qu'on peut tout simplement pas Alors, définir si c'est quoi est-ce que... Non, c'est pas facile, mais il n'y a pas de raison, là, si tu veux, avec P, QRS, d'avoir une onde P rétrograde, tout simplement. Tu vois, là, ton activation, là, il n'y en a pas d'activation rétrograde. Tu vois. Quand activation rétrograde il y a, c'est que les conditions électrophysiologiques sont faites pour qu'il y ait une conduction rétrograde. Donc, quelque part, tu l'as tout le temps, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, on rentrerait forcément dans un cycle Voilà, tu de rentrerais dans un réentrée. cycle. Là, tu vois, tu as ton truc, tac, tac, tac. Et ça, manifestement, c'est un battement. Voilà, il se passe quelque chose à ce moment-là. Et effectivement, voilà, sur la morphologie elle-même, c'est pas possible, par exemple, de différencier qu'est-ce qui est rétrograde de ce qui est une extrasystole, sur la morphologie elle-même. Tu vois, de ce... D'accord. Ça pourrait tout à fait être. Mais bon, c'est clair ça? Merci. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Alors, ce tracé-là, qu'est-ce que vous en dites? Vous n'avez pas besoin de lever la main hein, quand vous avez quelque chose à dire, intervenez et voilà. Et ne vous dites pas que vos questions sont intéressantes ou pas, posez les questions que vous avez à poser et puis voilà quoi. OK? Alors, qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Mais ça, tu es toujours là? Oui, toujours. Donc là, tu vois, tu n'as que des dérivations longues là pour l'instant. Donc tu vois, tu peux utiliser la dérivation que tu veux pour analyser le rythme. On est d'accord que là, au départ, si tu prends des deux par exemple, ton rythme, il est comment? Il est régulier? Oui, on est Oui, d'accord? oui, Et sinusal, on est d'accord? oui, OK. Jusque-là, pas de problème. Là, tu es d'accord, il se passe quelque chose. oui, un peu précoce, oui. Voilà. Ah, un peu, il est précoce, ok? Voilà, franchement précoce. Avec un repos derrière, c'est-à-dire quelque chose, un petit ralentissement derrière. Et puis tu repars sur ton rythme de base. T'es d'accord? Oui, Ouais. Bien. Et là, de nouveau, tu as quelque chose ici qui se passe. Alors, battement prématuré comme ça. Il s'agit donc de quoi? ben, d'une extrasystole, C'est une extrasystole. Quelles sont les deux options que tu as? En gros, les deux plus probables. soit oreillette, soit ventricule. On Ouais, peut... là, je te fais répéter, ça fait un peu scolaire. Tu vois, c'est bien d'avoir une analyse, tu vois, je vous le dis, c'est bien d'avoir un truc un peu, tu vois, comme ça. C'est un peu scolaire. Ton QRS, c'est le même ou il est différent? C'est le même, Voilà, c'est le même. Donc, ça élimine quoi? que ce soit sur le ventricule. Voilà. Donc, ça élimine une extrasystole ventriculaire. Qu'est-ce qui reste donc comme hypothèse? Et soit une extrasystole. Atriale, tu vois? Att- Tu vois, donc extrasystole atriale, en gros, dans 99,999. Et bon, en fait, on va se rendre à la vie simple. Si ça n'est pas ventriculaire, on va retenir, même si les gens qui font l'enseignement de l'électro, s'ils m'entendaient, ils me diraient, mais non, c'est pas possible de dire ça. Mais en gros, on va se faire rendre la vie un peu simple. Statistiquement, quand tu vois sur un Holter ou sur n'importe quoi, une extrasystole ou sur un tracé ECG, c'est soit atrial, soit ventriculaire. Moi, je ne vois jamais d'extrasystole jonctionnelle, donc on va partir du principe que c'est quand même très, très rare. Et donc, c'est là où se pose la question, si tu veux. Tu dis, c'est une extrasystole atriale parce que ça n'est pas ventriculaire. On est d'accord? Parce que le Oui. QRS est le même. Voilà. Mais sur le tracé d'avant que je te montrais, en plus de ça, tu vois ton extrasystole. Pourquoi? Parce que ton extrasystole, elle est prématurée, mais pas trop. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a un grand nombre d'extrasystoles atriales qui sont tellement prématurées qu'elles tombent dans l'onde T. Tu comprends? D'accord, oui. Ce qu'on appelle P sur T. C'est ça le P sur T. Et du coup, tu l'as, comme une extrasystole atriale, c'est petit. Si ça survient après l'onde de T, tu vas la voir si tu veux. Mais si par contre, ça là, ça tombait en même temps que ton onde de T, ben, c'est tellement petit que tu la vois pas en fait.
Tu comprends? Là, par exemple, l'onde de T, elle peut être un peu différente, mais manifestement, tu vois, ça, par exemple, là, ici, là, tu vois, ça me paraît différent de ça. Mais c'est pas un truc, c'est pas marqué en rouge, tu vois, ça saute pas comme le nez, ça se voit pas comme le nez au milieu du village. Tu es d'accord là-dessus? Oui. Souvent, les extrasystoles atriales, elles sont un peu difficiles à diagnostiquer parce que l'extrasystole elle-même atriale, on la voit pas parce qu'elle est cachée dans l'onde de T. Ce que tu vois derrière, c'est le QRS qui est conduit à partir de cette extrasystole. Et comme le QRS est le même, tu en déduis que c'est une extrasystole atriale. Est-ce que c'est clair? Oui. OK? Quel est le nom de ton, on va dire ex aujourd'hui, mais de ton chef de service? Comment il s'appelait ton chef de service il n'y a pas si longtemps? Michel Aïssaguer. Il est connu, Michel Issaguer, ou pas? Un chouïa. Un chouïa. Pourquoi est-ce qu'il est connu, Michel Issaguer? Entre autres, hein, parce qu'il a quand même bon, démontré beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il a démontré de particulier? Est-ce que tu Bah, sais? il a démontré beaucoup de choses, alors je ne sais pas ce que Voilà. tu Mais veux sur ce exactement sujet-là précis, démontrer. qu'est-ce qu'il a démontré? Il a dit, ah, oui, tu sais, la FA, c'est très connu. La FA. Enfin, il y en a beaucoup de FA, puisque au bout d'un certain âge, tu as presque 5, 6, 7, 8% de la population qui font de la FA, à partir d'un certain âge. Donc, c'est une maladie extrêmement fréquente. Ce qui fait que quand tu innoves là-dedans, ben, ça te laisse une place importante dans le domaine de la médecine, tu vois. Si tu inventes un truc sur, je ne sais pas moi, les patients qui font une pathologie où tu mesures 2,30 m, tu es roux, tu n'as qu'une jambe et un seul œil. Bon, moi, j'en connais pas de patients comme ça. Tu vois, c'est bon, c'est très bien si tu trouves une anomalie génétique. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais c'est pas classique. Alors que la FA, ça correspond à des millions et des millions et des millions de gens. C'est ça qui fait son importance dans l'histoire de la médecine à Michel Aïssaguer. Et qu'est-ce qu'il a démontré? Il a dit l'AFA, très souvent, ça démarre sur un certain type d'extrasystole. Est-ce que tu sais quel type d'extrasystole? Il a dit, ben voilà, je vais vous montrer des démarrages ensuite de fibrillation auriculaire. Je vais vous montrer les tracés, vous allez comprendre. Mais en gros, il dit, voilà, quand il y a un épisode de FA qui démarre, eh bien, très souvent, ça démarre sur une extrasystole qui est P sur T. Le tracé que je te montre là, ce type d'extrasystole là, là ici, ça n'a pas démarré d'épisode de FA, tu es d'accord, tu es sinusal derrière. Mais ce qu'il a démontré, c'est que très souvent, et je vais vous montrer des tracés, la FA démarre sur une extrasystole atriale très particulière qui est cachée dans l'onde de T. C'est-à-dire que le patient est sinusal, survient l'extrasystole atriale comme une gâchette, si tu veux. Et hop, ça fait démarrer la FA. Et il a pris l'analogie, si tu veux, des incendies de forêt. Il te dit, pour qu'il y ait un incendie, il faut de la sécheresse, en gros. Donc, la sécheresse, c'est-à-dire un substrat, c'est-à-dire, il te faut n'importe quelle forêt va pas donner un incendie. Il faut qu'il y ait un substrat. Donc, par exemple, la fibrillation auriculaire, ce sont très souvent des gens qui ont des problèmes, des cardiopathies, qui ont des anomalies, qui font qu'ils ont une oreillette qui est malade. Mais pour que la FA démarre, il faut une gâchette. Et cette gâchette, le trigger, c'est comme l'allumette que tu jettes, si tu veux. Tu vois, tu vas en Provence en plein été, tout est sec, et puis toi, tu arrives et hop, pof, tu balances une allumette et chouf, l'allumette, ça déclenche le feu. Mais tu vois, l'allumette pour la FA, c'est l'extrasystole. Et il te dit, lui a dit, très souvent, les épisodes de FA démarrent sur une extrasystolie très particulière qui est cachée sur l'onde de T. Première chose qu'il a démontrée. Deuxième chose qu'il a démontrée, il a dit, ben voilà, moi je vais. Les gens qui font beaucoup de FA paroxystique, c'est-à-dire qui ils alternent. Je suis normal, je passe en FA. Je suis normal, je reviens normal, je repasse en FA, je reviens normal, je repasse en FA. Mais ces patients-là, on est en capacité d'enregistrer beaucoup de démarrages de FA puisqu'ils passent tout le temps de normal à FA. Donc il y a beaucoup de démarrages. Eh bien, il a dit, moi, je vais prendre des cathéters chez ces patients, je vais les monter dans le cœur et je vais attendre qu'ils passent en FA et je vais essayer de voir d'où viennent ces extrasystoles atriales. Tu comprends? Et en gros, il a dit, j'ai monté les cathéters, et il s'est dit, ah, il a attendu, il faut comprendre comment ça s'est fait. Hein. Ouais, le truc incroyable quand même. Il a monté les cathéters, il a attendu que les patients passent en FA, et il a enregistré, et il a dit, bien, ces extrasystoles-là, elles viennent d'un endroit très particulier, qui s'appelle les veines pulmonaires. Dans l'oreillette gauche, tu as 4 veines pulmonaires qui viennent se jeter dans l'oreillette gauche. Lui, quand il a mis ses cathéters, il a dit c'est curieux parce que les extrasystoles, ce sont des foyers qui viennent d'un endroit très précis, mais
dans l'immense majorité, pas toujours, hein, mais dans l'immense majorité des cas, ça vient des veines pulmonaires. Et donc, il dit, l'AFA démarre, dans la grande majorité des cas, sur un certain type extrasystole P sur T. Cet aspect-là que je te montre. Ça. Et il te dit, je vous dis, moi, que ces extrasystoles, elles viennent de l'intérieur des veines pulmonaires. Ensuite, il a étudié anatomiquement qu'est-ce qu'il y avait au niveau des veines pulmonaires. Et il a dit, si pour démarrer de l'AFA, il vous faut une allumette, un trigger, le truc qui va déclencher, plaf, le truc qui va faire démarrer, et que ça vienne des veines pulmonaires, je vous propose une thérapeutique qui consiste à brûler l'orifice des veines pulmonaires, ce qui fait que les foyers qui sont situés à l'intérieur des veines pulmonaires ne peuvent plus venir décharger et activer les oreillettes. À partir du moment où tu empêches ces foyers de s'exprimer, eh bien, tu n'as plus ta gâchette. Et du coup, les patients qui faisaient de la FA paroxystique, c'est-à-dire j'alterne, rythme normal, FA, eh bien, tu as un traitement qui évite qu'ils redémarrent leur fibrillation auriculaire. C'est ça le principe de base de l'ablation de la FA. Est-ce que tu comprends? Oui, Alors, il se trouve que ce n'est pas toutes les FA qui démarrent comme ça, qu'il y a des subtilités, donc ça ne marche pas toujours. Mais tu as des patients qui sont traités définitivement, pratiquement, pas tous, hein, mais ceux qui font de la FA paroxystique, qui n'ont pas trop de cardiopathie, ils ont un foyer dans les veines pulmonaires, tu isoles ta veine pulmonaire, le foyer ne peut plus s'exprimer, il existe toujours le foyer, mais il reste cantonné dans ta veine pulmonaire. L'activation électrique ne vient plus, si tu veux, là où il faut, c'est-à-dire dans l'oreillette, et donc, bah, tu ne refais plus de FA. Tu comprends? Bien. oui, Ça, si tu veux, tu as quelqu'un, c'est rare hein, quand tu imagines, quelqu'un qui a fait à la fois de la physiopathologie de base, c'est-à-dire il te dit, ben voilà, il t'explique à la fois le mécanisme. Généralement, il y a, les chercheurs font une avancée. Ils vont dire, ah ben voilà, moi j'ai trouvé le mécanisme initiateur de la FA. Bon, ben lui, il a fait ça, plus l'anatomie, plus la thérapeutique. Donc quand tu as fait les trois, ben, ça te situe un peu, si tu veux, dans l'histoire de la médecine. Tu comprends? Bien. Voilà un tracé de biomonitor. Qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Tu m'entends? oui, Donc, tu vois là, ça crée quelque chose qui ressemble à une onde de P. On est d'accord? oui. Là aussi, une onde de P. Là, il y en a probablement une aussi. Et puis, tu vois, là, ça, c'est quoi? Ça, c'est un battement qui est comment? Et précoce. Qui est précoce. On dit soit précoce, soit prématuré. Le QRS est globalement le même. Il Oui, s'agit de quoi? D'une extrasystole. On est d'accord? oui. Comme le QRS est le même, ça n'est pas une extrasystole ventriculaire. Donc, Atrial. c'est une extrasystole atriale. Rythme de base extra. Voilà. Tu vois? Je continue mon tracé. Tu vois? Sinusale, 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 extra. Et là, tu la vois pas bien, tu vois, ton extra, parce qu'elle est cachée dans l'onde de T. On est d'accord? Oui, Celle-là, tu te dis, il y a une très forte probabilité que ce patient fasse de la FA un jour, parce qu'il en a vraiment le trigger, tu vois, il a vraiment l'allumette pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il la fera. Mais par exemple, si ce patient, tu t'es dit, il a fait un AVC et tu lui as mis un biomonitor pour rechercher s'il fait de la FA, tu vois? Ça, faire des extrasystoles en soi ne justifiera pas de dire bah, tu ne vas pas l'anticoaguler pour ça. Mais moi, dans ma tête, si je vois ça, je me dis lui, la probabilité qu'on enregistre de la FA est très élevée. Tu comprends? oui, Bien. Je continue le tracé. Normal, normal, extra. Normal, normal, extra. Normal, 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 extra. Bon, on continue, tu vois, là, sinusale, sinusale, parfait, 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 parfait. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu vois, sinusale, 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 extra. Et là, si tu regardes, tu vois, tu as ton tracé qui devient très irrégulier. Et là, tu es passé en fibrillation auriculaire. Tu le vois? oui, Tu vois? Et donc, le démarrage de la FA se fait sur une extrasystole qui est là, l'extra, et bref, ça démarre. Tu vois? Ça arrive et ton activation, elle trouve un moment donné l'oreillette au mauvais moment et brrr, ça démarre en FA. Tu comprends? Le principe de l'ablation de la FA, de base, des FA paroxystiques, parce qu'après, ça a été développé, si tu veux, la technique de la FA, avec d'autres patients qui rentrent en jeu. Mais en gros, c'est de dire, je vais empêcher ça. L'extra qui ouf, te fait démarrer la FA. C'est clair? oui. Bien. Là, qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé 12 dérivations? Euh,
On dirait qu'il y a de la trémulation sur certains. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tes QRS, ils sont fins, on est d'accord? Bon, partons du principe que tu sois rapide. Là, tu n'es pas très rapide, mais disons que Ouais. souvent, tu es un peu plus rapide. Régulier ou irrégulier? Euh, Voilà, cet irrégulier. intervalle, est-ce que c'est le même que celui-là? Non, non, irrégulier. Non, celui-là, c'est pas le même que celui-là. Tu vois, quand tu as des extrasystoles, en gros, tu as un rythme de base et de temps en temps un battement prématuré. Donc ça, par exemple, tu vois, dans les algorithmes de... Parce que tu pourrais me dire, là, par exemple, je suis revenu là, sur le biomonitor. Il reconnaît la FA, l'appareil, parce qu'il va falloir faire un diagnostic automatique, en disant que c'est très irrégulier. Tu es d'accord? Oui, C'est comme ça qu'il fait son diagnostic de FA. Mais quand tu as des extrasystoles, c'est aussi irrégulier. Tu es oui, d'accord? oui. Par contre, c'est une certaine forme d'irrégularité. C'est-à-dire que tu as cet intervalle, quand c'est sinusal, qui est le même que celui-là, qui est le même que celui-là, et d'un coup, tu as l'extra, avec un intervalle qui est différent, tu as souvent un repos derrière, mais tu repars sur les mêmes intervalles après. Tu comprends? Donc, c'est une irrégularité régulière quand tu as des extras. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ah, t'as un certain... et ça, les algorithmes, c'est là où les gens, par exemple, travaillent sur l'intelligence artificielle et les marques travaillent pour dire, mais qu'est-ce qui est régulier et irrégulier et qu'est-ce qui est où on retrouve une certaine régularité dans l'irrégularité. Tu comprends? Ce que tu veux pas, c'est que l'appareil te dise FA alors que le patient a des extrasystoles ventriculaires, par exemple. Pourtant, quand tu as des extrasystoles ventriculaires, tu es irrégulier. Tu es d'accord? Mais quand même, tu es quand même assez régulier. C'est-à-dire que tu as des battements et un battement prématuré. Normal, 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 court. Normal, 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 court. Mais ça, c'est irrégulier, mais avec une certaine régularité. Tu comprends? Et tout Oui, le secret là, et entre les marques, c'est comment on va faire pour bien diagnostiquer la FA, te dire, ben ça, c'est de la FA, par exemple, sans alerter sur ce passage-là où là, il n'est pas en FA. Tu comprends? C'est ça oui, qui va être toute la charge de travail pour vous. Parce que si on vous dit, dès que c'est irrégulier, je te montre, bah, tu vas montrer dès qu'il y a des extrasystoles ventriculaires, par exemple. Enfin, tu connais bien ça, je pense, toi qui fais de la télémédecine. Tu sais qu'il y a souvent plein de faux positifs. Tu oui, comprends? oui, tout à fait. Bien. Donc là, on est sur quelque chose d'irrégulier, mais sans aucune régularité. Tu vois, cet intervalle est différent de celui-là, qui est différent de celui-là. Voilà. Et c'est là, bon, nous, on va faire effectivement le diagnostic de FA. Alors, la FA, c'est une activation rapide et anarchique de l'oreillette. Je te montre ce tracé de FA parce qu'à un moment donné, il est assez lent, là, ici, tu vois. Et du coup, tu as le temps de bien voir ton activité atriale. Et effectivement, le terme qu'il faut employer, c'est la trémulation de la ligne de base. Tu comprends? Oui, Là, effectivement, ça trémule, c'est-à-dire que tu as une activité anarchique au niveau de la FA. Les oreillettes, elles sont tout le temps en train d'activer. Normalement, entre la fin de l'onde de T et quand tu as une onde de P, électriquement, il ne se passe rien parce que tes oreillettes, elles ne sont pas activées. Quand tu es en FA, elles sont tout le temps activées, tes oreillettes. Elles sont tout le temps en train de faire ça, quoi. Tu comprends? Donc, tu oui, n'as pas de ligne de base. Ce patient, on le choque. Tu vois? Là, par exemple, tu vois, là, tu as P, QRS, T, P, QRS, T. Bon, mais là, ça peut bouger un peu, mais ce que tu vois quand ça bouge, c'est la qualité du tracé elle-même. Tu comprends? Alors qu'en d'accord. FA, ici, tu as une activation électrique rapide des oreillettes. Tu comprends la différence entre les deux? C'est Oui, bon? Ouais. oui. Donc, ce patient qui était en FA, on l'a choqué. Qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Il y a quoi là? Ça, c'est quoi ça? C'est un battement qui est comment? Précoce, Donc, c'est une. extrasystole. Le QRS, il est fondamentalement différent ou pas? Non, Non, il est très proche. Donc, ça n'est pas. ventriculaire. Voilà. Et donc, est-ce que tu la vois, ton extrasystole atriale, puisque c'est une extrasystole atriale? Non, elle est donc très probablement cachée dans l'onde de T. Tu vois? Donc, en gros, ce que je te montre de ce tracé, c'est un patient qui a fait de l'AFA. Il est venu, on l'a choqué, on l'a réduit. Et quand il est sinusal, on voit qu'il a ces extrasystoles là encore. Donc là, cette extrasystole, elle ne déclenche pas de FA. Mais tu te dis, ah, je ne suis pas étonné qu'il ait fait de la FA, puisqu'il a ces extrasystoles là. Ces extrasystoles là, ce sont elles qui déclenchent la FA. Et donc, par exemple, là, je me dis, est-ce que je suis sûr que... Parce qu'un choc électrique, ça fait quoi en fait? Quand tu viens pour être choqué, c'est tu es en FA, je te choque, je te réduis. Mais tu peux aussi bien redémarrer de la FA 10 secondes plus tard, 1 heure plus tard, un jour plus tard, un mois plus tard, 2 ans plus tard. Tu sais pas quoi. Peut-être que tu n'en referas plus jamais. Mais là, je me dis, la probabilité qu'il refasse de la FA, elle est importante quand même. Tu vois, parce qu'il a manifestement son trigger, il a manifestement cette gâchette qui demande qu'une chose, c'est le faire redémarrer en FA. Tu comprends? Oui, C'est clair? Bien. oui. Autre tracé. Qu'est-ce que tu me dis là?
Ben, lui, c'est pareil, c'est irrégulier. Il y a de la QRS, trémulation. ils sont, ouais, tu vois très bien la trémulation de ligne de base. Ils sont fins ou ils sont larges? Euh, Ils sont Ils sont fins. larges. Je suis d'accord avec toi. Alors, Alors, oui, alors quel peut être, là je vois que ça phosphore à plusieurs et c'est très bien. Quel peut être ton diagnostic? Tu vois, en gros, partons du principe, là t'es pas très rapide, mais que ce soit une tachycardie. Tu vois, quand tu as une tachycardie à QRS large, le premier diagnostic que tu peux te poser, c'est est-ce que c'est une TV, tu vois? Est-ce que c'est oui. une tachycardie ventriculaire, t'es d'accord? Bon, tachycardie ventriculaire aussi irrégulière, comme ça, c'est peu probable. Ça, qu'est-ce que ça peut être d'après toi? Le fait que le QRS soit large, qu'est-ce que c'est? J'entends des bonnes réponses derrière. Qu'est-ce que ça peut être? Non, c'est moi. Ça peut être un bloc de branche. Tu vois? Un patient qui a un bloc de branche quand il est sinusal, ses QRS, ils sont comment? Fins ou larges? Quand il est sinusal, s'il a un bloc de branche, ils sont comment, ces QRS? Ils sont larges. Oui. Oui. S'il passe en FA, ses QRS, ils sont comment? Ben, Ils- normalement, c'est au fin. Non. Si le patient a un bloc de branche, Non. qui passe en FA, son QRS, il va être comment? Il y aura un bloc de branche, tu es d'accord? Oui, donc il reste toujours large en fait. Tu vois? Ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que quand tu as un battement prématuré et qu'il est fin et identique au précédent, ça ne peut pas être ventriculaire. Tu es d'accord là-dessus? Ça marche pas dans l'autre sens. C'est pas parce qu'il est large que c'est forcément ventriculaire. Est-ce que tu comprends? Parce que le patient peut avoir un bloc de branche. C'est Ok. clair? Si tu Oui. as une extrasystole atriale avec un bloc de branche, eh bien derrière, quand ça va conduire, tu auras ton QRS large. Tu comprends? Mais ça sera le même que celui que tu as sinusal. Ce que j'essaye de te montrer, ça, c'est de la FA avec un bloc de branche droite. Il est choqué, là, le patient. Tu vois, on l'a choqué. Il est redevenu sinusal, tu es d'accord? Oui. Oui. Ton QRS, il est large, mais tu vérifies toujours, ben, tu l'as toujours ton bloc de branche, en fait. Donc, tu comprends pourquoi lui, s'il fait de la FA, ben, ton QRS sera large. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Donc, quand c'est une tachycardie à QRS fin, ça n'est pas ventriculaire. Mais quand c'est une tachycardie à QRS large, ça ne veut pas dire que c'est ventriculaire, par contre. Est-ce que c'est clair? Tu Oui. comprends? Voilà. Clair pour tout le monde, ça? Bien. Là, je te remontre un tracé. Tu vois là, sur un biomonitor, je trouve bien de regarder le tachogramme. Tu vois? Au départ, tu vois que tu as un rythme régulier et que, alors attendez, et que d'un coup, tu as quelque chose qui s'accélère. Tu vois, là, ce sont les fréquences cardiaques ici, hein. Donc, au départ, il est à 75 par minute. Et d'un coup, tu as quelque chose qui s'accélère, ni trop lent, ni trop rapide non plus, hein. Tu vois, ça ne s'accélère pas à 400 battements par minute. Si ça s'accélère à 400 battements par minute, le patient serait mort. Soit c'est qu'il est mort, soit c'est du bruit, en fait, du parasite. Tu vois? Mais tu vois la variation dans les cycles. Tu avais un rythme parfaitement régulier et tu vois la variation dans les cycles. Oui. Si tu regardes ton tracé, tu vois, PQRST, 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 PQRST. Là, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, tu vois, tu es régulier. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est quoi ça? Mais une extrasystole. Voilà, le QRS est, bon, est pas tout à fait le même, mais sur un biomonitor, ça peut changer un peu, mais enfin, il ressemble beaucoup. D'après toi, de quoi s'agit-il? Une extrasystole ventriculaire ou atriale? Atrial parce que c'est le Atriale. même QRS. Et tu vois, voilà. Et quand tu prends ton onde de T, là, tu vois, par exemple, Mhm. onde de T, quand il n'y avait pas d'extrasystole, tu vois l'onde de T? C'est toujours la même. Tu es d'accord? La morphologie. Oui. Là, celle-là, par exemple, tu es d'accord qu'elle est plus ample que celle-là. Oui, celle d'avant. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, tu as une extrasystole qui est là sur le sommet de l'onde de T et qui fait que ton onde de T, elle est vraiment différente. Tu Ok. comprends? Oui. Donc, à la limite, tu la vois même, l'extrasystole atriale, elle est là, en fait. Tu comprends? Oui. Donc, ton extrasystole atriale, ça donne quoi? De la fibrillation Le auriculaire port est derrière. clair. C'est clair pour tout le monde? Oui. Ouais. Et donc, vous avez compris comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Pierre, si Oui. Pierre, le nombre d'extrasystoles est en faveur à ce que tu fasses plus de FA ou est-ce que des fois une Ça, c'est moins extrasystole, net. une gâchette, ça Ben là, tu passe? vois, par exemple, lui, Parce que là, il n'y en a eu qu'une, par exemple. voilà. Ouais.
Bon, c'est pas, on retrouve pas ça. Il n'y a pas une corrélation directe. Tu fais 3200 extrasystoles par jour, tu as un risque de 80%. Tu en fais 2000, tu en as 70%, et ainsi de suite. Ça marche pas du tout. Voilà. Non. Là, il a suffi d'une, par exemple. Plouf, c'est parti. Ouais, parce que le patient d'avant que tu as montré sur le biomonitor, tu vois, Il y en avait il en d'autres. faisait beaucoup. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Non, mais Donc, il n'y a pas de rapport. Ouais, en tout cas, c'est pas démontré, je crois pas, quoi. Voilà. C'est plutôt à oh, quel moment survient l'extrasystole, en fait. Tu ouais, vois. ok. Quand elle est vraiment sur l'onde de T, comme ça, mais ça démarre, quoi. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, qu'est-ce qui peut arrêter alors là, ça, c'est une bonne question. J'aurais dû vous montrer un tracé. Qu'est-ce qui peut expliquer que ça s'arrête? Alors ça, c'est une très bonne question. L'AFA, ça s'auto-entretient. C'est-à-dire que le chaos est créé par une extrasystole qui arrive très prématurément et vous, ça fait de multiples circuits. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'ablation de FA, qui sont en salle, il y a plusieurs stratégies. La première, c'est de dire, on va traiter en isolant les veines pulmonaires. Isoler les veines pulmonaires, ça a deux fonctions. La première, c'est que ça évite ça, le démarrage. Mais on pense aussi que isoler les veines pulmonaires permet de réduire la durée des épisodes de FA, parce qu'on pense que si vous êtes en FA et que en plus vous avez vos foyers qui s'expriment en même temps, ça favorise la persistance de la FA. C'est clair ça? Bien. Ça, c'est le premier aspect de l'ablation. Le deuxième aspect, au-delà de l'isolation des veines pulmonaires, c'est d'essayer de compartimenter l'oreillette, c'est-à-dire de faire des lignes, pour ceux qui en font, où on va essayer d'isoler la FA. Pourquoi? Parce qu'on pense, et on sait même, que l'AFA, pour que ça s'auto-entretienne, il faut plein de petits circuits, tu vois, qui puissent bouger à droite et à gauche. Tu comprends? Et donc, quand tu fais des compartimentations, finalement, tu empêches ces foyers de rentrer les uns en contact avec les autres, ces circuits de rentrer, et ça arrête la FA. Et donc, en gros, on sait qu'il y a certains patients où une extrasystole qui tombe au mauvais moment induit de la FA, mais ces patients vont faire de la FA paroxystique parce que ça va se réduire tout seul, parce qu'ils n'ont pas une oreillette encore suffisamment malade pour que ces foyers, enfin, ces circuits puissent rentrer. Ils ont des espèces d'isolation spontanée, on va dire, si vous voulez. Ça communique pas si bien et finalement ça s'arrête. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en gros, plus on va aller dans la maladie, plus ça va évoluer et plus finalement, voilà, on va avoir ces foyers qui vont, ces circuits, une fois que ça a démarré, qui vont pouvoir bien se télescoper les uns les autres. Et c'est pour ça que la FA devient de moins en moins paroxystique. Ça s'arrête au moment où il y a, pour une raison X ou Y, boum, ça tape mal et hop, il y a plus de circuit à un moment donné, ça s'arrête. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous expliquais, mais en gros, voilà, c'est ça l'idée. OK? Bien. Est-ce que vous avez des questions sur la FA? Manque de substrat, c'est exactement ça pourquoi ça s'arrête en fait. Voilà. Il y avait la réponse dans le chat. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur ce tracé? Mélissa, Oui. qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Et je sais pas si entre les QRS, c'est de la trémulation qui est assez Alors, forte. le principe de la trémulation, trémulation, ça veut dire que tu trembles en fait. Et donc, ça te donne des aspects, si tu veux. Il faudrait que je te retrouve le tracé. Hop. Le principe, c'est que vraiment, ça bouge et il n'y a rien de reproductible, tu vois. C'est un truc, c'est ça, Oui, quoi. là, c'est pas le cas. Voilà. Là, est-ce que c'est ça? Non. Hop, hop. Est-ce que tu retrouves pas un aspect particulier? Ben, c'est l'histoire de toit d'usine, tout ça, là. Histoire de toit d'usine. Alors là, il faut que tu sois un peu plus précis. On définit l'aspect en toit d'usine. On appelle ça aussi en dents de scie. C'est les deux termes que l'on emploie. D'accord? Oui. Ça te fait penser à quel diagnostic? Au flotteur. Voilà. Le terme adéquat, flotteur commun de l'oreillette droite anti-horaire. C'est ça que tu dois dire. Tu vois? Cet aspect-là me fait penser à, et on va y revenir évidemment, hein, un flotteur commun, oreillette droite anti-horaire. Voilà. Et l'aspect que tu vois en dents de scie, tu le retrouves en D2, en D3 et essentiellement en AVF. Est-ce que tu le retrouves en D1? Non. Non. Donc, vous l'avez bien en tête, celui-là, ce tracé.
Bien. Je vais essayer de vous faire un dessin quelque part pour vous montrer. Voilà. Hop, vous me dites si vous voyez. Mais en gros, voilà votre oreillette droite. Oreillette gauche, ventricule droit. OK? Là, tu as la valve tricuspide. C'est bon pour toi? Oui. Là, tu as Oui, l'arrivée de la veine cave inférieure. OK? Voilà votre oreillette droite, hein, si je schématise. Quand je fais de l'électro, les dérivations D2, D3, AVF, elles pointent vers le bas. On dit que ce sont les dérivations inférieures. AVF, ça regarde, bon là il est très moche mon dessin, mais vers le bas. OK? C'est clair ça? Ça c'est VF. D1, ça regarde de la droite vers la gauche. Ça c'est D1. T'es d'accord? Oui? Dis-moi oui. oui. T'es d'accord, parfait. Qu'est-ce que c'est un flotteur commun de l'oreillette droite anti-horaire? C'est un circuit qui tourne. Un flotteur, ça veut dire que c'est une macro-réentrée. On discutait de ça tout à l'heure avec Laure d'Angle qui est à côté de moi, et je lui disais qu'en médecine, on a le chic pour trouver des mots très compliqués pour des choses très simples. Un flotteur, c'est quoi? C'est un circuit qui est assez grand quand même. Voilà. Ça tourne sur une partie importante de l'oreillette droite, par exemple. Donc le terme de flotteur, tu peux l'employer pour le ventricule, pour l'oreillette. C'est pour ça qu'il faut préciser. Le flotteur, quand on parle de flotteur en général, on pense à ça, c'est-à-dire le flotteur commun de l'oreillette droite. Si tu dis flotteur, tout le monde comprendra ce que tu veux dire, hein. Mais en gros, il faut préciser, hein, Théo. Un flotteur, c'est une macro-réentrée, c'est-à-dire que c'est un circuit qui se met à tourner et c'est toujours le même circuit. Ça tourne toujours par le même truc. C'est clair ça? Quand je dis que c'est anti-horaire, c'est que c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si c'est horaire, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu vois, si ça tourne comme ça, tu es d'accord, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On est d'accord? Ouais. Et commun, parce que le tracé que tu as vu, j'ai pas besoin d'aller te faire une cartographie pour savoir par où ça tourne, parce que le trajet, c'est le même pour tout le monde. Est-ce que tu comprends? Il s'agit donc d'un flotteur commun de l'oreillette droite, ça tourne dans l'oreillette droite, anti-horaire. C'est clair? Le tracé que tu as vu. Ok. Alors pourquoi est-ce que ça donne ça, en fait, si tu veux? C'est important de bien comprendre. Pourquoi tu as l'aspect en dents de scie? Ici, là aussi, terme compliqué pour un truc très simple. Tu as ce que l'on appelle l'isthme, I-S-T-H-M-E, cavo-tricuspide. Non, c'est une partie anatomique, c'est très simple. Je vois l'or qui souffle à côté, mais c'est simple. C'est-à-dire, c'est la partie qui est située entre la veine cave inférieure et la valve tricuspide. C'est un isthme. Et c'est un moment où l'activation électrique, quand elle passe, en fait, elle va lentement. Ici, ça ne peut pas passer rapidement. D'accord? Par contre, ton circuit, Speedy Gonzales à fond, et là, ralentissement. À fond, ralentissement. Tu sais qu'une cellule, pour pouvoir être activée, pour qu'il y ait un circuit, il faut elle se soit dépolarisée et repolarisée. Il faut qu'elle soit de nouveau activable. Si tu n'avais pas l'isthme, c'est-à-dire si là, ça passait rapidement, mais tes cellules, elles n'auraient pas le temps de se repolariser. Tu ne peux avoir ce circuit-là que parce que ça passe par l'isthme. Est-ce que tu comprends? En gros, une cellule, ça ne peut pas être activé à 500 battements par minute. C'est trop rapide. Un flotteur, ça tourne à 300 par minute dans l'oreillette. Et ça tourne à 300 uniquement parce que ici, là, ça va. Ça va ouf, lent, rapide, lent, rapide, lent. Et tout le circuit est activable grâce à cet isthme. Tu comprends? Donc, quand tu dis que tu as un flotteur commun, tu dis qu'il est isthmodépendant. C'est-à-dire que forcément, ça doit passer par l'isthme. Tu comprends ça? Oui. C'est clair? Bien. Maintenant, si tu prends ton trajet, si tu pars de là, tu vois, et que tu descends dans l'oreillette, c'est ça ton trajet. Tu vas dans le sens d'AVF, tu es d'accord? Donc, ça va te donner quelque chose de positif. Ça va te donner ça dans l'oreillette. C'est clair? Oui. Quand tu vas passer par l'isthme, tu es perpendiculaire en AVF. Donc, ça va te donner quelque chose de plat. D'accord? Quand ça va remonter dans l'oreillette, ça va te donner quelque chose de descendant.
Et comme c'est un circuit, voilà ton activité. Si tu n'avais pas les ventricules, tu verrais ça. Dans les dérivations inférieures, aspect en dents de scie. Est-ce que c'est clair? Oui, Tu comprends? Bien. Si tu prends D1 maintenant, D1, quand tu descends, là, tu es perpendiculaire à D1. Donc c'est plat. Tu es d'accord? Quand tu fais ça, tu vas dans le sens de D1. Donc tu auras quelque chose d'un peu positif. Et ensuite, quand tu vas remonter, ça va être plat aussi. Tu comprends? Donc, comme ça, la montée et la descente, ça constitue l'essentiel du circuit, eh bien, en D1, tu as un tracé qui est pratiquement plat. Tu comprends? oui, Donc, ton tracé, tu vas dire, j'ai un aspect en dents de... Les gens qui interprètent un tracé, ils disent, il y a un aspect en dents de scie. Non, tu dois dire, il y a un aspect en dents de scie en D2, D3, AVF. Tu comprends? Et le tracé est quasiment plat en D1. Est-ce que c'est clair pour toi? oui, Bien. Donc, tu as un circuit qui tourne dans l'oreillette droite, j'aurais dû laisser le trajet, qui est anti-horaire, qui est ismo-dépendant et qui est donc un flotteur commun, c'est-à-dire que si je vois le tracé, celui-là, je ne me pose pas la question de savoir par où ça passe en fait. Je sais que ça passe par là. Pour tout le monde, ça passe par là. Tu sais, quand tu fais une ablation de tachycardie atriale ou chose comme ça, tu te poses la question, mais par où il passe le circuit? Donc tu dois mapper, tu dois aller chercher, essayer d'aller le repérer. Là, tu n'as pas besoin. J'ai pas besoin que tu sois en flotteur pour t'ablater, par exemple, parce que je sais que c'est passé par là. Est-ce que tu comprends? Ce qui est important aussi, c'est le D1. Tu le vois, ton D1 qui est plat. oui, Cet aspect-là, tu vois, où ça bouge comme ça. Si oui, j'avais un patient qui était parkinsonien et qui tremblait, ben, ça ressemblerait beaucoup à ça. Tous les ans, nous, on a des gens qui nous sont adressés pour ablation du flotteur. En fait, ils tremblent. Mais ils tremblent, et cet aspect, tu l'as aussi en D1. Tu vois, il tremble dans toutes les dérivations. Donc, quand le patient tremble, le D1 ressemble à ça. Tu comprends? Patient qui est parkinsonien et qui tremble comme ça, bah, tu vas avoir un truc, tonk, 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 tonk. Tu vas te dire, ah, ben, c'est peut-être un flotteur, en fait. Pour peu qu'il ait un tremblement régulier, tu as quelque chose qui ressemble en tout point à un flotteur. Mais tu as cet aspect aussi en D1. Est-ce que c'est clair? oui, Si tu as un patient qui a avec un Parkinson, au lieu de mettre les électrodes aux poignets et aux chevilles, tu les mets aux épaules et aux hanches. Tu auras le même tracé, mais il tremblera moins. Est-ce que c'est clair? Tu vois, si je te mets les électrodes aux hanches et aux épaules, tu trembles moins. Et donc, tu n'auras pas l'aspect de tremblement. Mais sachez que le flotteur, c'est une arythmie que tu anticoagules de la même façon que de la FA. Et tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tu as des gens qui sont en neurologie avec Parkinson qui sont anticoagulés parce qu'il y a un diagnostic de flotteur qui n'en est pas, en fait. Tu comprends? Là, c'est un flotteur. En fait, non, c'est juste qu'il tremble, quoi. Voilà. Donc ça, c'est à retenir. C'est clair? Bon, je te dis que ça passe par l'isthme cavo-tricuspide. Forcément. Si ça ne passe pas par là, ça tournerait trop vite et ça ne pourrait pas tourner, en fait. D'où la technique, le traitement de base, c'est l'ablation. L'ablation, puisque je sais que ça passe par l'isthme, tu arrives dans l'oreillette droite par la veine fémorale. Tu vois, si tu montes un cathéter par la veine fémorale, tu arrives par la veine cave inférieure, et par la veine cave inférieure, tu arrives dans ton oreillette droite. Si mon cathéter d'ablation, je le fais arriver par la veine cave inférieure, je l'oblique, je me mets au niveau de la valve tricuspide, et que je commence à brûler, et que je recule, je brûle, je recule, je brûle, je recule, je brûle, je recule, je brûle, je recule, je brûle. À un moment donné, mon cathéter, il va retomber dans la veine cave inférieure. T'es d'accord? Si tu as réussi à faire une ligne de bloc complète entre la valve tricuspide et la veine cave inférieure, tu as bloqué ton isthme et ça ne peut plus passer. Tu comprends? Donc, un patient, une ablation de flotteur, quelque part, c'est assez simple, c'est anatomique. Je n'ai pas besoin de réfléchir à me dire, mais par où ça tourne, qu'est-ce que je vais faire? Je me mets sur la valve tricuspide, je recule, je recule, je recule. Et si ma ligne de bloc est complète, j'ai réussi. Il se trouve que parfois l'isthme, c'est pas quelque chose qui est parfaitement plan. Des fois, donc, on a du mal à mettre le cathéter. Et parfois, on fait une ligne de bloc qui est incomplète. C'est-à-dire que tu brûles, mais tu laisses un passage. Mais si tu laisses un passage, ton flotteur, il passera par là, par le passage. Si par contre, tu arrives à faire une ligne de bloc complète, bah, tu fais plus de récidive. Est-ce que c'est clair? Oui? Dis-moi oui si c'est clair. oui, Formidable.
Qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Là, c'est du biomonitor. Est-ce que là, tu retrouves pas un peu ton aspect en dents de scie? Tu vois là? Tu vois ça là ou pas? Oui, Là, tu le retrouves, il n'est pas très joli, mais il y est quand même, quoi. Le biomonitor, en fonction de l'orientation dont tu le mets, un flotteur, tu le verras plus ou moins bien, en fait. Là, par exemple, moi, je trouve qu'on le voit assez bien. Là, c'est un patient qui faisait du flotteur, par exemple. Est-ce que c'est clair? Mais en oui, fonction de comment tu mets ton orientation, tu vas avoir plus ou moins quelque chose qui va ressembler à D1. Par exemple, sur ça, là, tu vois. Si je n'ai que cette dérivation D1, tu vois là, par exemple. Aller dire que ça, c'est un flotteur commun, c'est pas possible. Tu es d'accord? Si par contre, j'enregistre cette dérivation-là, D2, ben, je vais pouvoir te dire, ça, c'est un flotteur commun. oui, Quand tu mets une montre connectée, la montre connectée, normalement, tu la mets au poignet. Si tu es normalement constitué, tu la mets au poignet. Et donc, quand tu enregistres D1. Quand tu enregistres D1, eh ben, tu ne pourras pas dire que c'est un flotteur. Par contre, si tu as un doute, tu lui dis, ben, votre montre connectée, vous allez la mettre sur la cuisse, vous allez l'appuyer sur la cuisse, vous allez appuyer avec le doigt sur la montre, et du coup, là, vous allez enregistrer D2 et D3. Et donc, tu verras apparaître ton aspect de flotteur commun. C'est clair ça? Tu oui, comprends? oui, Voilà. Et le biomonitor, ça dépend comment tu l'orientes en fait. Si tu le mets, bah, je ne te dis pas qu'il faut l'orienter pour enregistrer le flotteur commun, mais en fonction de comment sont tes électrodes, bah, et comment, si tu es vertical ou horizontal ou un peu latéralisé, bah, tu verras plus ou moins bien ton flotteur. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Un peu quand même. Là, tu vois, je me dis, bon, ce patient-là, il fait de l'arythmie, il fait du flotteur, on va se poser la question de son ablation de flotteur. La décision d'anticoaguler ou pas est indépendante. Tu anticoagules de la même façon les flotteurs et les FA. D'accord? Tu peux faire un AVC sur du flotteur, possible. Donc là, par exemple, si c'est un biomonitor que tu as mis dans le cas d'un AVC cryptogénique, eh bien, tu vois, tu pourras faire le diagnostic. Est-ce que c'est clair? oui, Je te passe brièvement, mais là, tu vois, regarde, là, tu as la fin d'un épisode. Tu vois, là, tu es en tachycardie, on est d'accord? Régulière. oui, Et là, tout à fait. le tracé n'est pas très joli, mais tu es réduit. D'accord? Donc, tu as une tachycardie parfaitement régulière, monomorphe, tu vois, qui sont les mêmes, avec le QRS qui est le même. Ça, c'est clairement supraventriculaire. On est d'accord? C'est parfaitement régulier, donc ça n'est pas de l'AFA. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'en gros, dans les arythmies, qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître les extrasystoles, quand on parle des oreillettes, hein, l'extrasystole atriale, l'AFA, qui donne le plus souvent quelque chose de très irrégulier, le flotteur commun, qui est à discerner de tous les autres, parce qu'il y a une thérapeutique simple, qui est l'ablation. Si je te fais un flotteur et que je te fais une ligne complète, plus jamais tu feras de flotteur. Tu ne peux plus faire de flotteur commun. Donc, tu vois, ça a un intérêt. Et il y a un quatrième groupe que l'on appelle le groupe des tachycardies atriales, où là, ce sont des circuits aussi de réentrée qui vont te donner, donc c'est quelque chose de parfaitement régulier dans l'oreillette, qui te donne très souvent quelque chose de parfaitement régulier dans le ventricule, mais le circuit n'est pas le flotteur commun, ça n'est un autre. Ça tourne par exemple dans l'oreillette gauche, autour de la valve mitrale. Voilà, ça c'est les tachycardies atriales et c'est autre chose. Des fois on appelle ça aussi les flotteurs gauches. On appelait ça aussi les tachysystolies à l'époque. Est-ce que c'est clair? Donc en gros, il y a l'extrasystolie atriale, on a vu, battement prématuré, l'AFA, le plus souvent irrégulier, très souvent AQRS ferme, mais attention, ça peut être AQRS large si tu as un bloc de branche, le flotteur commun avec cet aspect très particulier. Et après, il y a un autre groupe, les tachycardies atriales en général, qui regroupent des tachycardies qui sont organisées dans l'oreillette, des circuits, mais qui ne tournent, qui ne correspondent pas à un flotteur commun. C'est tous les autres en fait. Et là, par exemple, ça, si tu sais que tu as l'électrodysdérivation et que ça ne ressemble pas à un flotteur commun, tu sais que c'est un circuit qui est dans l'oreillette, mais là, si tu veux l'ablater, il va falloir que tu montes des cathéters pour savoir où ça tourne. Sur l'électro, je ne pourrais pas te dire, ah ben, ça tourne là. Le flotteur commun, c'est le gros avantage, c'est que tu dis, cet aspect-là, il est tellement caractéristique que je sais que ça tourne là. Est-ce que c'est clair? Là, tu vois, il va falloir que tu mappes. Et ce que je te disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est pourvoyeur de ça? Au départ, l'ablation de l'AFA, c'était l'isolation des veines pulmonaires. Donc l'isolation des veines pulmonaires, ça permet d'éviter le démarrage de l'AFA. Ça permet aussi de réduire la durée des épisodes de FA parce que quand tu as des veines pulmonaires qui déchargent, ça favorise le fait que ça dure. Mais aujourd'hui, dans la FA permanente, la FA persistante, on essaye en plus de jouer sur le substrat, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a la gâchette, ok, mais en plus on joue sur le substrat, essayer de faire des lignes pour éviter que les différents circuits puissent se télescoper et que ça entretienne la FA. C'est clair ça? Eh bien, quand tu fais des lignes
en faisant de la FA, de l'ablation de FA. Parfois, tu fais des lignes incomplètes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une ligne complète entre deux obstacles, eh ben, tu as une ligne incomplète et paradoxalement, quand ta ligne est incomplète, ça favorise la survenue d'arythmies où tu as un circuit qui va se mettre à tourner autour de la ligne que tu as toi-même créée. Est-ce que tu comprends? Et Oui, donc, quand tu es, par exemple, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on appelle les flotteurs gauches et tout ça. Quand tu as eu une ablation de la FA, euh, mais tu as des patients qui reviennent avec une arythmie créée par l'ablation de la FA. Ils font une arythmie en rapport avec une ligne incomplète. Tu comprends? Et là, par exemple, tu vois, on était dans une thèse. Pour te dire, parce que les gens qui ont fait l'ablation de FA, c'est des gens qui ont du mental au départ. C'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui se lève. Parce que pour mettre les cathéters dans le cœur, il fallait rester des fois 7 heures avec le patient. Alors, le patient, il fallait aussi qu'il accepte. Tu vois, c'est des choses où, voilà, c'était compliqué avant tout pour le patient. Mais imagine que c'est compliqué pour le médecin aussi. Il va passer 7 heures. Mais c'est des gens qui ont du mental. Dans une thèse, tu vois, il y avait un groupe ablation de FA. Et on disait, il y a le groupe, ça a marché, ils font plus de FA. Il y a le groupe, ça n'a pas marché, ils font toujours la FA. Et il y a un troisième groupe, celui qui fait des arythmies comme ça, tu vois. Et si tu avais dû dire, par exemple, moi, finalement, je n'en veux que deux groupes, ça a marché ou ça n'a pas marché, tu vois. Moi, j'aurais mis ceux chez qui ils font plus de FA dans un groupe, et dans l'autre, j'aurais dit, ceux qui font toujours de la FA ou qui font une arythmie de ce type-là, c'est ceux-là chez qui ça n'a pas marché. Et là, j'étais avec Pierre Jaïs, par exemple, qui m'avait dit, ah non, tu te trompes. Ce groupe-là, avec les arythmies créées, ils sont sur la voie de la guérison. Tu vois. Alors, il faut y croire, tu vois. Mais ils te disent, on est passé du chaos, c'est-à-dire la FA, où ça tourne dans tous les sens, à quelque chose qui est organisé, que l'on comprend et que l'on peut traiter. Tu comprends? Et ça m'avait, je me disais, ils sont, parce que quand ils sont en arythmie, avec leur arythmie organisée, ils sont aussi pas bien qu'ils étaient avant. Mais ils sont sur la voie de la guérison. Et c'est là où il faut du mental et te dire, ben voilà, on y retourne et on complète la ligne et ils font plus tout ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? oui, Voilà le cours sur les arythmies atriales, ce qu'il y a à savoir. Bien reconnaître une extrasystole atriale, bien reconnaître une extrasystole sur l'onde de T parce que c'est les gâchettes pour la FA, bien reconnaître la FA dans l'immense majorité, il peut y avoir des exceptions, l'immense majorité des cas, c'est des choses très irrégulières. Attention, c'est très souvent à QRS fin, mais ça peut être à QRS large si tu as un bloc de branche. Bien reconnaître le flotteur commun. Quand vous direz il y a un flotteur commun parce qu'il y a un aspect en toit d'usine et en dents de scie en D2, D3, en VF, ça n'est pas le cas en D1. Si c'est le cas en D1, ça n'est pas un flotteur commun. Si tu as un aspect en toit d'usine en D1, c'est autre chose. Et c'est très probablement un tremblement. Et c'est très important de le différencier. Et c'est important de reconnaître le flotteur commun parce qu'il existe une thérapeutique simple, voilà, qui se fait partout et qui est très efficace. Voilà. Et à côté de ça, tu as les arythmies organisées dans l'oreillette, où là, c'est beaucoup plus complexe. Là, par exemple, on va dire, c'est les ablations d'arythmie atriale complexes. Quand on va dire flotteur commun, par exemple, moi qui ne fais pas d'ablation, on pourrait dire, bon, Pierre Bernachard, tu lui donnes 3 mois, il sait faire de l'ablation de flotteur. Voilà, 2 mois. L'ablation complexe, ils diront pas, ah ben lui, il va en faire parce que, tu vois, non, ça demande, vous voyez, ça demande de l'expérience, du travail. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus difficile. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non? Tout le monde s'est endormi ou Non, c'était clair. c'était clair? Ah, c'est David Bossy qui dit ça? Oui, c'est moi. Ah, bien, David Bossy, bien. Alors, je regarde s'il y a des questions. Non, pas de questions. Bon, eh bien, écoutez, les amis, si j'ai bien compris, on reprend les cours en septembre. Tu es d'accord, David Bossy? C'est ça. Tu pourras Si te tu connecter, tu me penses, en confirmes les septembre? dates, c'est bon. Est-ce qu'en septembre, tu pourras te connecter? Ah oui, bien sûr. Ben, Tu auras j'étais réglé ton connecté, problème hein. de connexion d'ici T'as septembre? t'as vu, j'étais connecté. J'ai été obligé de me reconnecter, mais j'étais là. Mais écoute, ça traîne pas, dis donc, hein. Voilà. Écoute, parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'en septembre, on fasse tout ce qui soit arythmie jonctionnelle. Donc, les Bouvray, les Wolff-Parkinson-White. Et en octobre, on fera les arythmies ventriculaires. Et après, je ne sais pas s'il vous restera des forces, mais s'il vous reste des forces, on fera quand même si ça intéresse peut-être un peu moins en termes de rythmologie, mais l'électro des douleurs thoraciques, de l'infarctus, tout ça. C'est bien aussi, je pense, d'avoir cette culture-là pour vous. Voilà, les amis. Écoutez,
J'aurais tendance à vous souhaiter une bonne De journée. confirmer les dates, Pierre, du coup. Non, là, je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Malheureusement, ça avait l'air extrêmement intéressant. Je suis Je déçu. disais, est-ce que tu pourras nous confirmer les dates? D'accord. Ok, je vous confirme les dates très rapidement et on vous envoie tout ça. Allez, les amis, bonne journée, bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et on se retrouve en septembre. Salut les amis. Merci Pierre. Salut, salut. Et merci à Mélissa qui a fait forte impression. Salut les amis. Merci à tous. Salut Dave.